télévision du monde, inspirée par vous. LTM, la télévision du monde, inspirée par vous. LTM, la télévision du monde, inspirée par vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h45 sur les antennes de la télévision du monde. Voici pour les titres de ce journal. En fait de société, un domicile du quartier 11 bis et Kelko dans l'arrondissement de Konsomba 1er vient de recevoir la visite inopinée des malfrats. Aménagement urbain à Douala, plusieurs maisons d'habitation et de commerce ont été détruites ce lundi matin. Voici pour les détails. En fait de société, un domicile au quartier 11 bis et Kelko dans l'arrondissement de Konsomba 1er vient de recevoir la visite inopinée des malfrats. Les bandits sont passés à travers la fenêtre et ont emporté plusieurs objets de valeur dans la concession familiale qui était jusqu'à présent inhabitée depuis plusieurs mois. Une plainte a été déposée par certains membres de la famille dans les prochaines heures pour rattraper les malfrats. C'est un reportage signé Jean-Gemme Yedna et Château Vallon. La vie aux voleurs, affichée devant cette concession, 6 au quartier 11 bis et Kelko, dans l'arrondissement de Konsomba 1er, au lendemain de la visite des malfrats, accorde 7 jours à ces hommes sans foi ni loi de revenir restituer les objets qui ont été emportés dans ce domicile. Faute de quoi? Moi, pour le moment, je ne suspecte pas quelqu'un, mais tout ce que j'ai donné, j'ai écrit comme instruction, c'est ce que vous voyez sur ce tableau. J'ai écrit ça ce matin. Oui, cette fois-ci, je suis engagé, parce que ça, c'est trop. Je ne sais pas pourquoi ils font et par quel courage ils le font. Donc vraiment, s'ils veulent être sains et saufs, qu'ils viennent, qu'ils lisent cette plaque et que ça leur rende un peu la mémoire consciente. Oui, et qu'ils viennent remettre. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas la blague. On ne blague pas avec. C'est à travers cette fenêtre que les malfrats sont passés pour cambrioler dans ce domicile dans la nuit de dimanche à ce lundi 1er mars 2021. Dans un premier temps, il y a le matelas, les marmites, la hache, la télévision, le lecteur DVD, le miroir. Oui, ce qui reste visible. Oui, tout ce qui était visible, voilà ce que j'ai pu détecter. Et ce n'est pas la première fois que ce domicile reçoive la visite inopinée des malfrats, d'où la pilule amère, difficile à avaler. Et ce n'est pas la première fois qu'on cambriole cette maison. La première fois, c'était en 2017. C'est n'importe qui m'en fout. C'est sauve qui peut maintenant abattre le malade. En 2017, on a cambriolé cette maison. En 2 jours. Ils sont pas, les parents étaient pas là, ils s'étaient déplacés pour une circonstance. Maintenant, l'année dernière, en novembre, je crois, 2019, ça a été encore cambriolé. Quand nous, on était là, j'étais ici avec ma maman malade. Entre-temps, la personne est toujours entrée par la fenêtre de... L'autre fenêtre où il y a les papons, on a placé juste à côté du compteur là. Cette personne avait porté un pulvérisateur dans la chambre là. L'ampoule, ils ont enlevé une fois qu'ils entrent dans cette maison. Une plainte sera déposée contre inconnu dans... Je vais citer quoi, laissez quoi. Toujours en fait de société à présent, un faux agent de l'entreprise Eneo a été pris en flagrant délit de faux et d'usage de faux dans un domicile conjugal à Yaoundé. Le jeune homme, la trentaine dépassée, officiait déjà comme sous-traitant dans ce secteur d'activité. Il avoue son forfait devant les responsables de l'entreprise en charge de la production de l'énergie électrique et déclare avoir estorqué plusieurs familles dans la ville de Yaoundé. C'est un reportage signé Jean-Gemme Yedna.
C'est les arnaqueurs, c'est eux. Ils organisent les trucs. Les gens ici trop. La vidéo est virale sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Un faux agent de l'entreprise Eneo pris en flagrant délit de faux et usage de faux dans un domicile à Yaoundé. Agent sonnel, un bandit. Il sabote la sonnelle. C'est un bandit, hein. Le voyez bien sa face. Laisse-toi te voir, mets ton badge. C'est un bandit. Mais tu as même fabriqué jusqu'à la carte, on dit que tu es bon. Le badge que vous portez là, vous avez fabriqué ça où? Moi-même, j'arrive dans un truc de badge, n'est-ce pas? Je conserve moi-même d'abord, avant que je dise que tirer. Non, il demande d'abord où est le bon de. C'est un bon de commande. Et il a fait rapidement passer le boss et commence à parler au téléphone seul. Allô? Oui, chef, vous dites comment? Je lui passe au téléphone. Le gars dit que non, que si c'est comme ça, il directement été. Avec tout son arsenal de services, le jeune homme, la trentaine dépassée, avoue sa forfaiture devant les responsables de l'entreprise en charge de la production de l'énergie électrique et comptait jusqu'ici à son actif. Avant son interpellation, plusieurs ménages de Yaoundé qui ont été estorqués par ce faux agent d'Eneo. Quand il dit que je suis monsieur Ivan Dikongé, matricule M931, JTNEO. JTNEO. Quand il demande l'heure de travail, ici là je colle souvent les dentiers datent là, non. Je mets la date là-bas, je montre voilà ça. Il y a le truc, la note là, que j'ai saisi. Je mets en normalisation et rétablissement. Il dit que tu demandes l'heure de travail, c'est pour la normalisation. Il y a problème dans votre compteur. C'est pourquoi, à partir de la direction, j'ai vu dans ma machine. Oui, c'est là où il dit que, ouais, mon frère, ça fait comment? La facture est venue le mois prochain, passer combien? Il me dit 300 et puis il dit non. Non, il y a problème. Il y a problème. Prochainement, c'est 482 000. Il dit que, ouais, par exemple, on peut faire comment? Il dit que là où c'est là, non. Il faut 145 000 pour acheter le compact. Allons-y, tu peux payer à la caisse. Là où je prends les clients, c'est quand il dit qu'allons payer à la caisse. Il est en confiance. Je prends le téléphone. Vous arrivez à la semaine centrale? Oui, on arrive comme ça, on entre. Ouais. Dès qu'on entre seulement, immédiatement, dès que nous sommes déjà à la caisse comme ça, devant la semaine centrale, le cash ne vous protège. À l'entrée, le cash nous protège. Le gardien ne sait pas qui est qui. Donc maintenant, on prend les escaliers. Oui. On entre. Dès qu'on entre immédiatement, pour se mettre en rang, il dit que non. Comme tu es mon ami, tu ne peux pas me mettre en rang. Donne-moi l'argent. On arrive maintenant là à la caisse comme ça, non, il voit comment ils sont en train de sortir l'argent pour compter. Va faire la photocopie, fais rapidement. La caissière me regarde. Directement, lui part. Il donne à la caissière? Non, elle regarde, c'est un agent qui parle. Directement, il prend l'argent, il empoche, je guette alors. Jean là, dès qu'il est déjà parti, moi, il traverse, puis je suis déjà parti. Vous sortez de là? Il prend le dépôt. Dépôt solidarité. À Tongolo, je suis à Naga. Et vous avez déjà travaillé à Eneo? Oui, j'ai déjà travaillé à Eneo. Quelle société? Premièrement, j'ai travaillé à Sérémac. À la sous-traitance. C'était Paralion. J'ai travaillé aussi à Moutaïkam. Oui, Moutaïkam, Aladi. J'ai fait 9 ans à Moutaïkam. On a construction des lignes aériennes. Même Matom là. Matom Bouniebel. Kélikok, c'est nous qui avons installé la 15 000 volts. Et vous avez déjà escroqué comme ça combien de clients? Pour dire plusieurs. Depuis combien de temps tu fais l'escroquerie au nom de un an. Donc la qualité est élevée, estimée à près de combien de millions? En termes de chiffres. En termes de chiffres. Non, ça va construire. Vous avez déjà construit votre maison? J'ai déjà acheté un terrain. C'est avec l'argent du faux que vous faites? Oui. Il fait quoi d'autre? Est-ce que vous avez des complices à Eneo? Non, je n'ai pas de complices, pour dire vrai. On ne peut pas imputer quelqu'un dans le faux alors que moi, je suis un expert. Expert en la matière, puisqu'ancien sous-traitant dans ce secteur d'activité, ce faux agent d'Eneo a été remis entre les mains des forces de défense et de sécurité qui attirent l'attention des ménages face à ces hommes qui viennent relever les compteurs dans leur domicile. À plus de vigilance. C'est les arnaqueurs, c'est eux. Ils organisent les trucs. Les gens ici trop. Ils sa photo partout. Agent sonnel, un bandit. Il sabote la.
Toujours en société à présent, rien ne va plus entre les populations du village Boadibo dans l'arrondissement de Dibombari et du village Bojongo dans l'arrondissement de Douala 4e. Le chef de 3e degré du village Boadibo s'insurge contre son homologue, le chef de Bojongo, qui veut s'accaparer des terres. Cette situation qui crée des tensions. Jean-Germain Yedna et Patrick Foucault étaient sur les lieux. La cartographie dressée par l'État du Cameroun est pourtant claire et nette sur le sujet. C'est ce cours d'eau qui sépare le village Boadibo dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mungo, et le village Bojongo dans l'arrondissement de Douala 4e, département du Vouri. C'est ce même cours d'eau qui nous sépare Bojongo et Boadibo, l'arrondissement de Bombadi et l'arrondissement de Bonaberi. Oui, effectivement. Donc nous avons Mungo, Boadibo et Bojongo qui est le Vouri. Qu'est-ce qui justifie donc la présence des populations de Bojongo sur les terres du village Boadibo qui veulent s'accaparer environ 60 hectares des parcelles? Le pont que vous voyez, un pont qui a été inauguré par le président Amadou Ahidjo, paix à son âme, qui nous sépare Bojongo et Boadibo. Les limites sont claires jusqu'à la cartographie à Yaoundé. On retrouve tout ça, c'est clair. Aucun village ne doit traverser l'autre village. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés que Bojongo traverse notre côté de Boadibo pour s'accaparer des terrains, plus ou moins 60 hectares. Je ne sais pas qui est derrière ce dossier. Je vous en prie, j'appelle seulement les autorités et la justice de voir ce problème au clair, parce que nous avons émis des lettres auprès des autorités compétentes. Une situation qui a failli dégénérer n'eût été la prompte intervention du chef du village Boadibo, Sa Majesté Elongo King Samuel, qui a invité ses populations au calme et d'attendre l'arbitrage du gouverneur de la région du littoral. Mon autorité compétente, c'est le sous-préfet de Bombadi et le préfet du Mungo, que je les ai saisis. On a écrit au gouverneur. Nous espérons que le gouverneur, comme en tant que père des enfants du littoral, va essayer de voir ce problème au clair, sans complaisance. Parce que vous voyez vous-même, les policiers qui sont là comme si c'est un champ de guerre. Mais non, le Cameroun, c'est un pays de paix. S'il devait avoir quelque chose, c'est qu'il y a déjà des morts. Vous avez vu des policiers. Ma population voulait se soulever. J'ai dit non, calmez-vous. On se confie à l'État, à la justice. Mais ils sont prêts. Je dis ils sont prêts. Il y aura des cadavres. On ne veut pas être comme à Bamenda. Je vous en prie. Moi, je suis un homme de paix. Je suis un chrétien. Et je crois à la justice camerounaise. S'il y a quelque chose à régler, pourquoi est-ce qu'envoyer les policiers? S'il y a vraiment la justice, si c'est Bojongo qui avait vraiment ce terrain, on envoie les policiers, fait quoi? Pour l'heure, c'est un calme apparent qui prévaut au village Boadibo, dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mungo, et les éléments de force de maintien de l'ordre sont en faction sur le site que relie une présence dissuasive et d'intimidation des populations du village Boadibo. Aménagement urbain à Douala, plusieurs maisons d'habitation et des lieux de commerce ont été détruits ce lundi matin par des engins de la commune urbaine de Douala. Au centre de cette opération de casse, la création d'une prochaine voie de contournement qui va servir lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Monsieur Frédéric Moutormé et Landry Sioué étaient sur les lieux pour nous. Premièrement, désastreux pour les populations du quartier Aoussa Niala dans le 3e arrondissement de Douala.
Les engins lourds de la communauté urbaine de Douala. Moi, je suis une pauvre vendeuse de nourriture et surtout de héros ici. Ils sont venus ce matin nous casser. Pourtant, j'ai fui la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest pour venir ici à Douala, me chercher, essayer de trouver une autre vie. Maintenant que j'ai été cassé, c'est pour que j'aille où? Je suis dépassé par cette situation, mes frères et sœurs. L'opération de casse, qui a été lancée aux premières heures de ce premier jour du mois de mars, après une phase de sensibilisation, a eu le mérite d'irriter les populations riveraines. Comme un seul homme, elles se sont mobilisées pour barrer la voie à l'engin Caterpillar de la communauté urbaine de Douala. Et alors que la situation dégénérait au fil des heures, le premier adjoint au maire de Douala 3e, interpellé, est descendu sur le terrain pour calmer les ardeurs des populations. C'est pour l'intérêt de nos populations. Nous vous remercions pour votre bonne compréhension. Précisons que ces opérations de casse sont préalables à la construction très prochaine de la route secondaire reliant Niala, quartier Aoussa, PK10, Kojifar, voie secondaire et de contournement qui devra servir pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun. Parlons santé à présent, couverture santé universelle. Le ministre de la Santé publique était face au patronat à Douala. L'objectif de cet échange, présenter les contours du projet de la couverture santé universelle d'une enveloppe de 1300 milliards de francs CFA, mise en route par le gouvernement de la République. Le secteur privé sera fortement sollicité pour cette initiative. Un reportage signé Frédéric Moutomé et Patrick Foucault. La construction d'une couverture santé universelle est d'une importance capitale pour le système de santé au Cameroun. Et pour le démontrer, le ministre de la Santé publique était face aux principales organisations patronales pour leur présenter la préparation méthodique et la démarche inclusive. C'est une action fondamentalement nécessaire. Ce que nous faisons aujourd'hui à la confiance entre les deux protagonistes, c'est-à-dire le secteur privé et le secteur public, et qui permettent en réalité, n'est-ce pas, aux uns aux autres, qui sont des acteurs majeurs de la couverture santé universelle, de s'accorder sur un ensemble de points, sur la démarche à suivre et sur le calendrier que nous voulons être assez court. L'objectif étant que les organisations patronales puissent discuter avec les travailleurs en interne dans les contributions à venir. D'ailleurs, le docteur Manaouda Malachi a pris soin de faire remarquer au patronat que la qualité de la couverture santé universelle sera également tributaire de la contribution des travailleurs du secteur privé. L'objectif ici, davantage, c'est de vous permettre, vous en interne, de discuter avec vos travailleurs, de discuter avec les différents membres pour une meilleure prise en compte de ce que nous voulons comme élément de solidarité. Parce que, comme vous le savez tous, les uns et les autres, vous serez appelés à contribuer, à agir dans le cadre de la couverture santé universelle. En l'état actuel de l'avancement du projet de la couverture santé universelle, 146 interventions de démarrage constituent le panier des soins de la couverture santé universelle. Aujourd'hui, quand on arrivait, on nous parlait de 1300 milliards. Et tant qu'on n'avait pas les 1300 milliards, on ne peut pas faire la couverture santé universelle. Et donc, à ce moment, il était difficile pour nous de penser que l'État pouvait rassembler ces 1300 milliards. Parce que vous vous en doutez que dans les conditions actuelles de la présentation, vous ne pouvez pas avoir notre engagement sans réserve ici, ce matin. Peut-être que c'est fait dans exprès pour ne pas les avoir. Parce que si vous voulez avoir de véritables engagements, on aurait quand même pu être associé à la démarche dans laquelle, vous l'avez bien dit, nous faisons, sont partie prenante de manière
indispensable, puisque nous sommes les collecteurs. Nous sommes la pierre angulaire. En déplorant leur implication tardive à ce projet, le patronat, représenté par le JICAM, MECAM et CAM, ont porté leurs préoccupations sur le montant à prélever chez les salariés, le panier de soins de départ, eu égard au potentiel de financement et même le poids des indigents. Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a invité les organisations patronales à s'approprier la couverture santé universelle afin de contribuer à l'amélioration du système de santé dans notre pays. On reste en santé avec les députés de la région du littoral qui viennent d'effectuer un tour dans plusieurs hôpitaux de référence de la ville de Douala. C'était dans le cadre d'une mission et évaluation des projets en cours. C'est un reportage signé Jean-Génon Yedna et Patrice Foucault. Le constat est le même, aussi bien à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa, à l'hôpital général de Douala, ainsi qu'à l'hôpital La Quintini de la même ville. La prise en charge des patients s'effectue dans le respect des règles de l'art, selon les députés de la région du littoral, qui viennent de faire le tour dans ces 3 formations sanitaires de référence au Cameroun. Au terme de cette mission, et je puis vous dire que nous avons glané des informations importantes concernant la situation des infrastructures sanitaires de la région du littoral, à savoir les hôpitaux de première et deuxième catégorie de notre région. Je dois aussi dire que les informations que nous avons pu recueillir ici serviront pour notre chambre à s'adresser au gouvernement, à saisir le gouvernement pour faire en sorte que les dysfonctionnements que nous avons constatés et qui existent sur le terrain et les besoins supplémentaires qui ont aussi été relevés et qui participent d'un bon service, d'une bonne prestation de santé à nos populations, que tout cela puisse être porté à la connaissance du gouvernement et aussi suivi des faits. Il était question pour cette mission de suivi et d'évaluation des fonds du plan triennal destiné à la construction des infrastructures dans certaines formations sanitaires de toucher du doigt des dysfonctionnements qui impactent ces différentes structures et de recueillir les besoins réels afin que celles-ci puissent bénéficier des moyens adaptés aux défis auxquels elles font face au quotidien. Nous avons par exemple été à l'hôpital général, qui dispose d'un service d'oncologie, de radiothérapie pour traiter les cancers. Rendu aujourd'hui à une situation dramatique, qui est laquelle? La bombe à cobalt qui est là-bas est pratiquement en fin de potentiel. Et très bientôt, si rien n'est fait, cette structure d'oncologie va être arrêtée. Et si elle est arrêtée, c'est autant de malades du cancer qui sont en forte difficulté à un certain nombre de choses. Ici où nous sommes, au niveau de l'hôpital La Quintini, par exemple au niveau du service maternité-pédiatrie, vous savez que les besoins réels de cette unité de pédiatrie sont de à peu près 20 couveuses. Il n'y en a que 10 pour le moment. Et donc, c'est des situations qui sont préoccupantes et qui méritent d'être adressées. Il y en a d'autres, bien d'autres que nous avons constatées, qui figureront dans notre rapport et pour lesquelles nous implorons à trouver des solutions. D'autres innovations sont annoncées d'ici les prochains mois dans ces hôpitaux de référence, notamment un centre d'hémodialyse avec 20 machines et un centre de production d'oxygène à l'hôpital La Quintini de Douala. Restons en santé à présent avec l'hôpital régional de Nkonsamba qui a décidé de s'ouvrir aux populations du chef-lieu du département du Mungo. Pendant toute la semaine dernière, cette formation sanitaire publique de 3e degré a permis aux populations de mieux la connaître. C'est un reportage signé Jean-Jean Mayena et Château Vallon-Yen.
de l'accueil à la prise en charge des patients, passant par les salles de consultation, les services de médecine générale, de pédiatrie, d'oncologie, de maternité, de radiologie, de cardiologie, de dermatologie, de traumatologie, de la pharmacie et bien d'autres, des populations de Nkonsamba ont ainsi eu l'occasion de faire le tour de ces différents services qu'offre l'hôpital régional de Nkonsamba et se fait consulter gratuitement. C'est impressionnant si on tient compte de l'état de l'hôpital avant, je ne sais pas, je peux imaginer c'était. Si tu vois un nouveau directeur en peu de temps, il peut réaliser ce que nous tous nous voyons. Moi, je crois que c'est bon à féliciter. Pendant toute une semaine, l'hôpital de référence de 3e catégorie s'est voulu plus proche des populations de Nkonsamba et celles des localités environnantes, leur donnant ainsi l'opportunité de juger par elles-mêmes la qualité du service. Une invitation à poursuivre les efforts dans le sens d'apporter toujours de meilleures réponses à nos populations dans le domaine de la santé, le domaine qui est le leur. Et cette invitation a davantage tout son sens en cette période où nous sommes tous mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Nous sommes à la disposition des populations de Nkonsamba. Et d'ailleurs, nous réfléchissons dans quelle mesure nous rapprocher plus d'eux en venant même chez eux pour pouvoir leur procurer des soins. Donc nous réfléchissons et nous essayons de nous aligner par rapport à notre hiérarchie pour que cette activité soit possible. Depuis une semaine, nous leur avons ouvert grandement les portes. Les services sont faits selon la règle de l'art. Et au-delà de cette ouverture, au grand public, l'hôpital régional de Nkonsamba a maillé à partir avec des spécialistes. En réalité, nous manquons suffisamment de spécialistes, notamment un cardiologue. Vous savez, Nkonsamba, c'est un coin de repos, c'est un coin de retraite. Et il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires. Et là, nous avons besoin des spécialistes de médecine interne, notamment en cardiologie, en diabétologie. Nous avons besoin d'un radiologue, il faut un ophtalmologue, parce que, de toutes les façons, les problèmes des yeux, ça commence à être récurrent. Et enfin, il nous faut un pédiatre. Occasion idoine pour le top management de remercier le personnel après de bons et loyaux services rendus à l'hôpital. Je suis contente, vraiment, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de travailler, aller en retraite. C'est pas parce que nous sommes trop forts, mais c'est la grâce de Dieu. Je suis contente, mais je conseille mes soeurs et frères qui restent à l'hôpital de suivre les pas, de travailler avec toute leur force, de travailler normalement et bien, d'accueillir bien les malades qui viennent à l'hôpital. J'ai roulé la mapose dans la médecine. D'abord, ce que je tiens à dire, la médecine est un métier qu'on doit faire par compassion. Parce qu'on l'a aimé par passion. Parce qu'on l'a aimé. Ce n'est pas un métier qu'on va se lever et faire parce qu'on a manqué où aller. Des journées citoyennes de propreté, conférences, débats, consultations gratuites des patients, partage charitable avec les pensionnaires de la prison principale de Nkonsamba et autres galas sportifs ont meublé ces journées. Parlons sport à présent. Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé a servi de cadre à l'ouverture du championnat Elite One et tout. Enlevé de rideau, PWD de Bamenda qui est venu à bout de FC de Yaoundé sur un score d'1-0. C'est un reportage signé Priscille Messéné. PWD de Bamenda a remis son titre en jeu ce samedi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. En match d'ouverture du championnat national Elite One, le champion sortant a battu Yaoundé 2 par 1-0.
Dominateur dans le jeu, les Abakwa Boys s'imposent grâce à une réalisation de François Enyenge, entré en cours de jeu. Avant ce match, les poules de David Pago ont reçu le trophée de champion du Cameroun 2020 à la grande satisfaction de l'entraîneur. Les gars étaient gonflés, ils étaient contents. C'est la première fois pour beaucoup d'entre eux de toucher à ce genre de trophée. Donc voilà, je pense que ça a joué pour quelque chose dans le match. Mon idée, c'est je connais bien. J'étais là-bas, je connais tous les dirigeants, je connais le coach. Donc je savais que ça ne devait pas être facile. Mais on a su tirer notre épingle du jeu en deuxième mi-temps. Pour Pierre Bilon, l'entraîneur de Yaoundé 2, commencer par une défaite n'est pas une fatalité. Je me souviens qu'il y a une année où Bambou Tossa a gagné le premier match ici et puis n'ont pas fait une bonne saison. Ça ne veut rien dire la première défaite pour le début du championnat. Tout au contraire, il fallait que mes enfants commencent à jouer parce que pour la plupart, ils n'ont pas encore un match de Ligue 1. Seulement la finition, la conclusion. Il n'y avait rien à dire. Tant d'occasions de but, on ne met pas au fond. En Elite 2, c'est Renaissance d'Ngoumou qui est venu à bout de l'équipe de AS Matelot. On n'a pas vraiment eu la meilleure entame de match. Et heureusement, on a pu se ressaisir. On avait à cœur de bien commencer la saison. Je crois que les enfants sont allés chercher loin dans leur trip. Voilà, grâce à Dieu, on a pu prendre les 3 points. Tout à l'heure, AS Matelot a tenu le match pendant les 45 premières minutes. Mais a relâché à la seconde période. Aux grandes dames de son coach. Nos attaquants sont tombés sur la facilité et ça a payé cash. Bon, c'est un match comme tous les autres, en espérant que c'est le début de la saison. Nous allons corriger. Après 8 mois d'arrêt dû à la situation sanitaire du Covid-19, mais aussi à la crise au sommet du football camerounais, le championnat a enfin démarré pour le bonheur des joueurs qui renouent avec la compétition. C'était plutôt un reportage signé Brice Ngomon. Nous sommes en sport, on y reste avec la Fédération camerounaise de football qui est appelée à verser la somme de 207 millions de francs CFA au duo néerlandais Clarence Seedorf et Patrick Kluivert pour licenciement abusif. La nouvelle a été rendue publique par la Fédération internationale de football international. C'est un reportage signé Zobel Apollinaire Bon. Porté à la tête de la sélection nationale du Cameroun le 4 août 2018 pour un mandat de 4 ans, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert avaient pour mission de remporter la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 en Égypte, qualifier le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et la Coupe du Monde 2022. Pour sa première mission au pays des pharaons, le duo néerlandais a lamentablement échoué, faisant éliminer le Cameroun à l'étape des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une élimination qui avait fait mal aux dirigeants du football camerounais. Ajoutez à cela l'attitude discourtoise des Néerlandais qui avaient immédiatement embarqué pour leur pays après le fiasco égyptien. Le 16 juin 2019, la Fédération camerounaise de football a décidé de mettre un terme au contrat de manière unilatérale. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert avaient alors porté l'affaire devant la Fédération internationale de football association. 2 ans plus tard, l'instance fêtière du football mondial vient de se prononcer sur ces litiges, sommant l'Africafoot de payer la somme de 207 millions de francs CFA pour licenciement abusif. Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'instance fêtière du football camerounais soit appelée à payer des sommes faramineuses aux entraîneurs expatriés licenciés de manière abusive.
commence à présent à faire des écoutes l'ancien président français reconnu coupable et condamné à 1 an de prison. C'est un reportage de France 24. Une retraite politique rythmée par les affaires. Pour Nicolas Sarkozy, le calendrier judiciaire s'accélère. Prochaine étape, l'affaire Big Malion. Un système de fausses factures qui aurait permis de dissimuler 20 millions d'euros de frais de campagne. Mis en examen en 2016 pour financement illégal de campagne pour la présidentielle de 2012, l'ancien président sera jugé en correctionnel le 17 mars prochain. Autre campagne qui intéresse la justice, la présidentielle de 2007 et le supposé financement libyen de sa campagne électorale. À la suite des révélations de Mediapart en 2012, l'ex-président est soupçonné d'avoir reçu de l'argent provenant de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Nicolas Sarkozy attend d'être jugé pour association de malfaiteurs, corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Malgré la volte-face de Ziad Takieddine, principal accusateur de l'ex-président, la justice maintient les poursuites. Mais les ennuis judiciaires ne s'arrêtent pas là pour Nicolas Sarkozy. Le 15 janvier dernier, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour trafic d'influence. Des investigations pour vérifier la légalité des activités de conseil de l'ex-chef de l'État pour le compte d'oligarques russes. Au total, le nom de Nicolas Sarkozy sera revenu dans plus d'une dizaine d'affaires politico-judiciaires, mais l'ex-président a aussi bénéficié de non-lieux, notamment dans l'affaire Bettencourt, où il était accusé d'abus de faiblesse. Il peut aussi se consoler de sa non-implication dans le procès de l'affaire Karachi, pour laquelle il a été cité comme simple témoin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 19h45 pour la prochaine édition. Restez en compagnie des programmes de la télévision du monde.